Bonjour. Je salue les ambassadeurs de France au Costa Rica, les ambassadeurs et les recteurs des universités françaises qui nous honorent de leur présence, les professionnels distingués des universités françaises, Monsieur le secrétaire général du Conseil supérieur universitaire centra-américain, ainsi que les autres fonctionnaires de cette institution, mes collègues recteurs des universités centra-américaines, et ainsi que les autres personnalités qui nous honorent de leur présence, chers invités spéciaux. Je dois vous parler des défis et des priorités de l'éducation supérieure au Salvador, qui est un sujet assez vaste, mais j'essaierai de signaler quelques éléments qui, à mon avis, sont les plus importants. Tout d'abord, pour connaître les défis et pour établir les priorités pour l'éducation supérieure, notamment dans le cas de l'Université du Salvador, il faut commencer par connaître l'évolution historique du pays et connaître la réalité actuelle, ainsi que faire un pronostic sur les attentes pour notre pays dans un avenir raisonnable. Le Salvador a évolué pendant les dernières années avec des caractéristiques qu'il faut connaître, notamment après 1992, lorsque les accords de paix ont été signés, qui ont déterminé un passé ainsi qu'un présent et un avenir. À partir de cette année, à partir de la signature des accords de paix de cette année-là, à partir de la signature des accords de paix, on a pu observer une croissance modérée qui avait commencé en 1989 lorsqu'on avait commencé le modèle néolibéral. Et notre pays a continué d'évoluer avec un rythme de croissance qui oscillait entre 2 et 3%, mais en 2004, on a enregistré une chute dans le rythme de croissance. Et ce rythme s'est maintenu pendant quelques années avec une aggravation du problème de la violence parallèlement. Les années suivantes, dans la période 2009-2016, nous avons pu enregistrer la relève de la direction politique qui a essayé de mettre en œuvre des changements de démocratisation qui sont en ligne avec les accords de paix, mais au-delà de cela, il y a eu des changements sociaux et qualitatifs. Cependant, la croissance s'est vue limitée par une série de problèmes tels que la polarisation politique interne liée aux influences géopolitiques régionales. Les crises financières internationales ont eu une incidence également, ainsi que l'instabilité du commerce international et l'aggravation de la violence qui a fait augmenter les migrations internationales, mais aussi les migrations internes de la campagne vers les villes qui ont produit une urbanisation désordonnée hautement vulnérable. Et ce que nous importe souligner, ce sont les caractéristiques clés du développement du Salvador, à savoir sa petite surface territoriale et la rareté de ses ressources naturelles. Et cela à côté d'une population dense, peu éduquée
et qui a peu d'accès aux services de santé et qui a donc une basse productivité, un bas niveau de productivité. Nous n'oublions pas cependant le fait que cette population est travailleuse et qui, pendant les dernières années, s'est caractérisée par une transition démographique qui est considérée comme un bénéfice, comme un bonus démographique dont on peut tirer profit. Le contexte de la réalité salvadorienne contient la diversité des défis posés à l'éducation supérieure, comme partout, y compris dans le cadre des universités privées. Et dans ce contexte, ce qui serait souhaitable serait que toutes les institutions d'éducation supérieure soient distribuées, spécialisées en tant que système dans les différents domaines de la connaissance. Cependant, ces défis qui ne paraissent pas invraisemblable dans notre réalité, mais nous avons également une saturation du marché du travail avec des études qui n'ont pas suffisamment de débouchés, mais qui ont une incidence sur la perception relativement faible de la part des étudiants qui ont une tendance à chercher des carrières d'études qui auraient des débouchés immédiats. Chaque institution assume selon la demande et selon ses principes et critères, selon les critères des responsables de ces institutions, un modèle, un style de fonctionnement dans les limites permis par les normatives nationales. Ce contexte historique, ces diagnostics et les pronostics concernant le Salvador soulignent pour le développement du pays un lien avec la limitation et la détérioration de ses ressources naturelles causées par une haute densité de populations en transition. Ainsi, les priorités pour l'Université du Salvador et pour les autres institutions d'éducation supérieure consiste en la conversion vers un projet institutionnel qui puisse avoir pour mission la formation des professionnels et des techniciens capables de contribuer à l'augmentation de la productivité du travail et à l'amélioration des ressources naturelles par l'application des bases des sciences et de la technologie. Le point d'interrogation consiste à comment réussir à faire cela. Une réponse pourrait être la promotion d'un développement, d'un plan de développement du cursus avec qui tienne compte des innovations scientifiques et technologiques pouvant proposer des opportunités réelles d'efficacité, mais en même temps d'équité dans les processus productifs sans ignorer les problèmes d'inégalité sociale et le caractère durable que cela doit avoir. Mais nous ne pouvons pas ignorer deux situations, deux réalités, telles que le fait que le Salvador est un tout petit pays, d'une part, et d'autre part, le contexte des relations des pouvoirs dans l'ordre politique, social, économique et environnemental. Dans cette réalité, les petits pays doivent s'efforcer afin d'avoir une position compétitive. Et pour cela, même les pays de moyenne et de grande taille aussi doivent parvenir à la conformation des blocs d'intégration dans le but de se complémenter et de coopérer dans différents domaines, aussi bien l'économique, le social, le politique, dépendant des progrès atteints lors des processus d'intégration. Et c'est là que le Conseil supérieur universitaire centra-américain acquiert une importance stratégique, notamment dans la gestion du plan d'intégration régionale de l'éducation supérieure centra-américaine, qui est à sa 4e édition. Je parle du PIRES 4. Et pour cela,
nous serions à mesure d'attendre que ce plan d'intégration de l'éducation supérieure vienne à constituer un complément de l'apport à l'intégration sociale, économique et politique de la région centra-américaine. Il faut se rappeler que le XUCA a été un produit et un résultat ou a fait partie des traités et des accords de 1948 et 1960. Le XUCA fait donc partie du processus d'intégration centra-américain. Un apport du SUCA pourrait être l'apport de programmes de formation à différents niveaux dans l'éducation supérieure pour dépasser les points de vue intégrationnistes qui ont démontré être inefficaces pour le développement autonome et équitable des pays qui intègrent l'Amérique centrale. Nous faisons référence là au schéma des régionalismes ouverts tels que les traités de libre-échange que nos pays ont signés avec différents pays ou avec différents blocs avec les résultats que nous connaissons déjà. Donc le PIRES 4 a la possibilité pendant la prochaine décennie de promouvoir dans les institutions d'éducation supérieure d'Amérique centrale des points de vue intégrationnistes alternatifs tels que le régionalisme autonome, bien connu de nous tous, qui souligne la croissance endogène des pays et de la région. Une autre caractéristique de cette stratégie du régionalisme autonome consiste à l'application du concept de biorégion, tout en considérant que dans l'intégration des pays sont intégrés également les systèmes écologiques. C'est là une grande occasion pour respecter les objectifs de développement durable promus par les Nations Unies. Voilà donc mon exposé et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Recteur. Bonjour à tous et à toutes. Tel que nous l'avons fait hier, je vais essayer de vous présenter les sujets et le contexte qui pourraient intéresser les universités françaises au Salvador. Je vais le faire en français, précisément afin que les institutions françaises puissent avoir cette information de première main. Et avant de passer à la présentation, je voudrais signaler la possibilité pour nous d'avoir fait ces rencontres est due également à la participation de notre ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche qui est venu d'abord au Costa Rica pour préparer pour participer à cette rencontre, mais qui nous a permis également. Je voudrais remercier donc Monsieur Olivier Giron, chef de la délégation française, qui est devant moi. Donc, je vous remercie de votre participation. Donc maintenant, je passe au français et je vais essayer donc de vous donner rapidement une petite synthèse de ce qu'il faut retenir sur le Salvador. Alors, sur le contexte, deux choses à retenir. La première, nous sommes dans un contexte dans lequel tout ce que nous allons faire s'inscrit dans une exigence de montée en puissance de la qualité académique. Donc, qualité académique, ça veut dire aussi bien au niveau de la formation du corps enseignant et du corps administratif que de la qualité académique institutionnelle. Je vais revenir là-dessus. Deuxième élément de contexte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 31 août de cette année, le Salvador a été désigné comme le siège pour l'Amérique centrale du Conseil pour la science et technologie d'Amérique latine pour les 5 prochaines années. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, d'une part, que nous avons un contexte très favorable pour pouvoir mener des opérations avec le pays, mais surtout que le pays, il a une force institutionnelle sur les prochaines années qui nous permettrait justement de pouvoir avancer sur certains dossiers. Alors je vais revenir maintenant sur le premier point.
quels sont les éléments à retenir sur la question de la qualité académique? Alors, quelles sont les thématiques principales sur lesquelles il y a, disons, un vrai besoin en termes de formation? Sans tomber dans une liste exhaustive, je retiendrai deux domaines. Le premier, c'est celui de l'eau, notamment lié à la question des traitements et de l'assainissement de l'eau. Et la deuxième thématique, c'est celle de l'agriculture. Ces thématiques, on pourrait les inscrire dans deux niveaux académiques différents. Le premier serait celui de la formation professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Salvador, actuellement, il y a une réflexion que nous menons avec le ministère de l'Éducation et plus précisément avec la vice-ministre pour la science et la technologie, qui consiste à voir comment est-ce qu'on pourrait rendre les formations professionnelles plus attractives, aussi bien au niveau de l'eau que de l'agriculture. Mais le cas de l'agriculture est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ce dont il s'agit pour un pays comme le Salvador, c'est de voir comment est-ce qu'on peut de nouveau rendre attractives les formations professionnelles au niveau agricole pour éviter, par exemple, l'exode rural, pour éviter la désertion universitaire et pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut permettre à la population locale de pouvoir vivre de l'agriculture et de pouvoir en faire quelque chose de rentable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut travailler à la fois sur la qualité de la formation, sur l'attractivité de l'offre et sur la possibilité au sein de cette formation de pouvoir aussi donner des éléments qui peuvent aller de la culture elle-même jusqu'à la commercialisation des produits. Le deuxième niveau, en plus de la formation, c'est évidemment les sciences de l'ingénieur. Et toujours sur ces deux créneaux, l'eau et l'agriculture. Toujours du point de vue de la qualité académique, au-delà justement des questions thématiques, il y a aussi la nécessité de pouvoir actualiser le corps enseignant au niveau master et doctorat. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une réflexion au niveau d'El Salvador sur la possibilité d'assurer un renouvellement générationnel. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la possibilité pour nous de pouvoir travailler avec eux en étroite concertation pour pouvoir permettre à leurs corps enseignants de se spécialiser au niveau master et doctorat, mais surtout dans une logique soit d'alternance, puisqu'ils n'auront pas la disponibilité nécessaire pour partir à temps complet à l'étranger, ou soit à distance, d'où l'importance justement de l'outil numérique. J'aimerais aussi, au-delà des thématiques que je viens vous donner, j'aimerais aussi vous cibler deux axes sur lesquels il y a quelque chose à faire au niveau d'El Salvador. Le premier, c'est l'archéologie préventive. Il faut savoir qu'au Salvador, actuellement, il y a une problématique sur laquelle se penchent les autorités locales, qui est la suivante. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une politique de préservation de notre patrimoine qui soit conciliable avec l'impératif économique? Deuxième axe sur lequel il y a aussi une vraie demande et il y a un vrai potentiel en termes de formation et de recherche, c'est les sciences humaines et sociales. Et dans les sciences humaines et sociales, nous pouvons aller justement de tout ce qui concerne les réflexions sur l'état de droit, la gouvernance, la question des égalités et des fractures économiques, jusqu'aux possibilités de travailler sur les questions de mémoire, étant donné justement le contexte politique récent de ce pays. Troisième point sur lequel j'aimerais insister, c'est le fait qu'à l'université, il y a un département de langue. Et dans ce département de langue, nous avons la chance d'avoir un enseignement dédié aux étudiants qui souhaitent devenir professeurs de français. D'ailleurs, grâce à l'université, nous sommes en train de lancer une expérience pilote pour la réintroduction du français dans le système scolaire public. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'il y a aussi quelque chose à faire dans la formation des enseignants de français de l'université qui sont demandeurs d'une formation, même numérique, à distance. Et, a fortiori, au niveau doctorat. Enfin, dernier point, et c'est un point essentiel, et là je me situe d'un point de vue institutionnel, il y a une demande aussi au Salvador pour une
coopération, au niveau de l'expertise que l'on pourrait offrir sur la qualité, ou disons la possibilité de promouvoir la qualité institutionnelle. Je veux dire par là que l'université s'inscrit dans une réflexion importante sur les prochaines années, de façon à pouvoir voir quelles sont les modalités et les outils dont on pourrait se servir pour faire monter la qualité académique de l'université et en général du système de l'enseignement supérieur. Donc concrètement, cela signifie que l'on pourrait parfaitement leur offrir une expertise pour le montage de programmes curriculaires, donc je veux dire par là le montage de programmes de master en doctorat, comme une aide sur les questions d'évaluation institutionnelle. Voilà, ça c'est le panorama, disons, à grandes lignes et les priorités que l'on peut déceler d'après notre lecture sur un pays comme El Salvador, thématiques et priorités sur lesquelles nos universités françaises peuvent évidemment se positionner, étant donné l'expérience et le savoir-faire qu'elles ont dans ces domaines. Merci beaucoup.